Les mesures du gouvernement pour réduire les déficits, pas de nouveau plan de rigueur officiellement, mais des augmentations d'impôts sur les sociétés. Les ennuis de Mir, la station orbitale russe est plongée dans le noir, privée d'alimentation en énergie. La première visite de Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur en Corse, la commémoration de la catastrophe du vol 800 de la TWA et un document dans ce journal, la première interview du leader historique du Front islamique du salut, Abbassi Madani, que Véronique Tavo a pu rencontrer après sa sortie de prison. Madame, Monsieur, bonsoir. La situation empire de jour en jour dans la station Mir. Hier, c'était le capitaine de la station qui était contraint au repos pour des problèmes cardiaques. Cette nuit, les spationautes ont fait une fausse manœuvre. Résultat, ils n'ont plus d'alimentation en énergie, la température a baissé et ils sont dans le noir total. À Moscou, notre envoyé spécial Jean-Claude Alanic. Un incroyable enchaînement de circonstances et de mauvaises chances. En ce moment, les 3 cosmonautes de Mir ont décidément la poisse. Un enchevêtrement de câbles, comme il y en a partout dans la station spatiale, une erreur de manipulation liée sans doute au surmenage, et toutes les commandes de la station se retrouvent subitement déconnectées. Privée des ordinateurs qui la stabilisent, la station perd d'un seul coup son système de navigation et son alimentation électrique. La station n'étant plus contrôlée, bascule autour de son centre de gravité, et les panneaux solaires ne sont plus du tout orientés vers le Soleil. Donc la puissance chute brutalement, et comme elle était déjà assez basse, tout s'arrête. Réfugiés un moment dans le vaisseau de secours Soyouz, comme en juin, ils ont l'habitude, les cosmonautes sont maintenant de retour dans Mir, où il ne fait pas bon vivre. Comme pour eux, le jour et la nuit se succèdent toutes les 45 minutes. Quand il fait jour, les panneaux solaires se rechargent, mais il fait chaud à bord. Quand il fait nuit, au contraire, il fait froid et ils sont plongés dans l'obscurité totale. L'avenir de Mir, c'est ici qu'il se joue, au centre de contrôle de Kaliningrad, près de Moscou. Car désormais, ce sont les techniciens du sol qui commandent les manœuvres de réorientation de la station. Quant au retour des cosmonautes sur Terre, officiellement, ce n'est pas d'actualité. Nous avons une liste précise qui nous indique quand arrêter le vol d'urgence. C'est en cas d'incendie violent ou de dépressurisation que l'on évacue la station. Tous les autres cas, comme les pannes d'alimentation en énergie, sont résolus sur place. Optimisme de rigueur, car la ronde de Mir pourrait bien s'arrêter si la situation n'était pas maîtrisée dans les 48 heures. Alors Jean-Claude Alanic, vous êtes à Moscou justement, est-ce qu'on en sait un petit peu plus, tous ces erreurs, ces inconvénients à répétition, est-ce que ça ne va pas quand même contraindre les spationautes à quitter Mir? C'est fort possible, officiellement on dit que c'est tout à fait exclu, mais en fait maintenant on commence à se demander s'il n'est pas bientôt temps d'évacuer cette station. Alors cette évacuation, elle peut être décidée d'un instant à l'autre, dans les 48 heures, et elle se ferait très très rapidement et tout à fait simplement, grâce à la présence en permanence de ce vaisseau Soyouz qui est accroché à la station Mir. Les 3 cosmonautes sont actuellement ici, dans le centre de vie de Mir. Il leur suffirait de rejoindre le vaisseau Soyouz, de s'installer à l'intérieur, de mettre en marche les moteurs pour décrocher le vaisseau Soyouz de Mir, et puis de se mettre en orbite vers la Terre. Alors qu'il faut 48 heures pour venir de la Terre sur Mir, là il ne faudrait que 40 minutes pour revenir sur Terre, au Kazakhstan, à Baïkonour. Et ça veut dire quoi ça, Jean-Claude? Ça veut dire que le programme Mir serait complètement abandonné? Pas forcément, puisque la station pourrait continuer à tourner normalement, même sans occupant. Si de temps en temps elle perdait un petit peu d'altitude, eh bien il suffirait depuis le centre de contrôle au sol de faire marcher quelques moteurs pour la remettre sur la bonne orbite. Et puis ensuite, dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois, une autre équipe pourrait monter à bord, toujours avec un vaisseau Soyouz qui viendrait s'accrocher ici et entamer les réparations. Ça s'est déjà produit il y a quelques années avec la station Salyut qui avait été abandonnée pendant plusieurs mois et ensuite un équipage était remonté et l'avait réparé. Merci Jean-Claude, et on suivra bien sûr tout ça dans les jours qui viennent. La station Mir, c'est une aventure qui dure déjà depuis 11 ans. Petit à petit, les Russes ont assemblé cette sorte de mécano géant dans l'espace avant d'y battre tous les records de vie en orbite. Mais le matériel, pour le moins, a vieilli et depuis quelque temps, les équipes qui s'y relaient consacrent l'essentiel de leur temps aux travaux de maintenance. Romuald de Bonan. C'était il y a 21 ans. Une fusée Proton décollait de Baïkonour. À bord, Mir, c'est-à-dire la partie centrale de la station, à la fois le cockpit et le lieu de vie des cosmonautes, un module placé à 400 km d'altitude en orbite autour de la Terre. À l'époque, la durée de vie de la station était fixée à 5-6 ans, pas plus. Mir, semblable à un jeu mécano. 6 modules laboratoires seront ajoutés un par un entre 1986 et 1996.
comme par exemple celui-ci lancé en mars 87, un laboratoire où les cosmonautes continuent d'étudier l'atmosphère terrestre. Mir, le seul moyen de rester en permanence dans l'espace. Pendant une décennie, seuls des cosmonautes du bloc communiste feront les allers et retours entre la Terre et Mir. Le Français Jean-Loup Chrétien sera l'un des tout premiers étrangers à rejoindre la station orbitale en 88. Il faudra attendre juin 95 pour la première rencontre entre Mir et la navette américaine Atlantis. Mais au début de cette année, les premiers signes de vieillissement apparaissent. Un incendie en février et plusieurs pannes dans le système de fabrication d'oxygène, auquel s'ajoute, en juin dernier, la première collision dans l'histoire de l'espace entre un cargo Progress et la station Mir. 11 ans après son lancement, Mir est prête à passer le relais à la future station internationale Alpha. Et pendant ce temps, la navette américaine Columbia s'est posée sur la base de Cap Canaveral à l'heure prévue et après 16 jours de mission, un retour dans l'indifférence quasi générale. L'équipage de Columbia, composé de 2 femmes et 5 hommes, a passé tout son temps à faire des expériences en apesanteur. En France, Lionel Jospin avait donné rendez-vous à tous ses ministres aujourd'hui, une réunion de travail pour plancher sur les mesures à prendre pour réduire les déficits et se rapprocher des fameux critères de Maastricht. Officiellement, aucune décision n'a été prise. Il faudra attendre lundi la publication de l'audit sur les finances publiques, mais il faut s'attendre à des augmentations d'impôts, surtout pour les entreprises. Les explications de Laurent Bailly. Très bien travaillé, beaucoup discuté. On a bien travaillé. On travaille. Une réunion de travail, on l'aura compris, et les ministres ont respecté la consigne, surtout ne rien dire. Madame Aubry, le Premier ministre vous a demandé de garder le silence? Non, pas du tout, tout va bien. On a très bien travaillé, vous verrez ça. Oui, on verra ça dès lundi, juste après la publication des résultats de l'audit sur les finances publiques. D'ores et déjà, il semblerait que le gouvernement doive trouver 30 à 40 milliards supplémentaires d'ici la fin de l'année, sous peine d'être disqualifié pour la monnaie unique en 99. Alors les dépenses ont beau être tenues, les ministres seront tout de même priés de réaliser encore quelques économies. Mais surtout, ce sont les recettes qui rentrent mal. Du coup, l'impôt sur les bénéfices des grandes entreprises pourrait augmenter de 10% à titre exceptionnel, ce qui ferait rentrer une douzaine de milliards dans les caisses. Par ailleurs, pour soulager un peu le déficit de la Sécu, les cotisations patronales devraient elles aussi être relevées. Et toujours dans les recettes fiscales, mais du côté des ménages cette fois, la baisse de l'impôt sur le revenu, amorcée par le gouvernement Juppé, pourrait être gelée dès l'automne, en tout cas pour les plus hauts revenus. Enfin, le gouvernement compte bien ponctionner plusieurs milliards aux organismes ou entreprises publiques les plus riches, comme la Caisse des dépôts ou bien encore EDF. Et au chapitre des réductions de dépenses, l'armée pourrait être particulièrement visée. L'armée est notamment le programme de l'avion de combat Rafale. Agnès Varamian et Pierre-Laurent Constant. On dit de lui qu'il découvre l'armée, mais Alain Richard, ministre de la Défense, est sans complexe. Il est d'abord là pour faire des économies. Son objectif, éplucher un à un les grands projets d'armement. L'avion Rafale, par exemple. L'armée devrait en commander 200 à terme. Dassault a déjà consenti un rabais, mais Alain Richard veut un meilleur prix. D'autant que le Rafale affiche un surcoût de 15% pour cause de retard et de dépassement de devis. Depuis 10 ans, tous les grands projets d'armement ont connu des dérives. Le porte-avions Charles de Gaulle, toujours en travaux, a coûté 2 milliards de plus que prévu. Le Charles Leclerc, conçu pendant la guerre froide, est devenu trop cher, 35 millions de francs. Les gouvernements Balladur et Juppé ont en leur temps déjà revu à la baisse le nombre de commandes. Le budget de la défense en France, il a fondu de 25 à 30% sur 8 ans. C'est considérable, c'est nécessaire parce que c'est la fin de la guerre froide. C'est nécessaire aussi à cause des mesures d'austérité qui avaient été conduites par les précédents gouvernements. Mais aller au-delà, ça me paraît difficile. Pour l'instant, un seul grand projet semble voué aux oubliettes. Le NH-90, un hélicoptère de transport de troupes pour des combats en Europe. Les réductions finales sont estimées à 3 ou 4 milliards. Certains programmes, notamment dans le nucléaire, pourraient être touchés. Je pense au programme de simulation, je pense à certains missiles dont, je dirais, l'urgence ne me paraît pas aveuglante. Là, il y aurait effectivement quelques économies à faire. Et si le gouvernement souhaite aussi réduire le rendez-vous citoyen de 5 à 1 journée seulement, c'est aussi bien sûr pour des questions d'argent.
Et avant de recevoir ses ministres, Lionel Jospin a eu une rencontre avec Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien chef de l'État venait plaider une réduction des dépenses publiques plutôt qu'une augmentation des impôts. Nous avons atteint une fiscalité qui est tellement lourde, elle est comme un cheval fourbu et ça ne sert à rien de lui taper dessus pour la faire avancer. Elle ne peut plus produire de ressources. C'est donc essentiellement par la réduction des dépenses qu'on peut aboutir au niveau de 3%. Et devant la Commission européenne à Bruxelles, Jacques Chirac a réaffirmé l'engagement de la France de respecter à la fois les échéances et les conditions du traité de Maastricht pour la mise en œuvre de l'euro, mais il n'a pas pour autant précisé la méthode pour y parvenir. Sur place à Bruxelles, Françoise Laborde et Jean Cornu. Pour la première visite officielle d'un président français à la Commission européenne, l'agenda était particulièrement bien choisi. Rien moins que l'avenir de l'Europe à l'horizon 2000. De quoi nourrir toutes les conversations entre anciens et nouveaux ministres, les apartés avec les commissaires français. Hier à Strasbourg, la Commission a en effet dévoilé sa stratégie et la liste des pays qui pourraient rejoindre l'Union au prochain millénaire. 5 pays de l'ancien bloc communiste sélectionnés, 5 autres recalés. Avec entre-temps une contrainte de taille, le passage à la monnaie unique que la France compte bien réussir. Dans le contexte forcément un peu tendu et qui précède une décision qui suppose elle-même des efforts importants, il faut être pragmatique et peu disert. Il y a un traité et je vous ai dit que nous souhaitions qu'il soit appliqué dans sa lettre et dans son esprit. À partir de là, le moment venu, s'il le faut, les principaux acteurs de cette scène de l'Union économique et monétaire se concerteront. En 2002, l'Europe devrait accueillir 65 millions de nouveaux venus qui seront 3 fois moins riches. Pour les intégrer, l'effort de solidarité sera donc immense. L'élargissement à 21 prévoit déjà une refonte totale des aides européennes, qu'elles soient régionales ou agricoles. Il faudra donc un gros travail pédagogique pour expliquer les avantages de cet élargissement, alors que le passage à la monnaie unique demande déjà de gros sacrifices. Et puis à propos de la nouvelle procédure de privatisation de Thomson évoquée hier par Dominique Strauss-Kahn, le ministre des Finances, M. Balladur s'en félicite, alors que le Parti communiste réaffirme son opposition à toute privatisation, y compris rampante ou déguisée. Et puis sur la fusion de Boeing et de McDonnell Douglas, une fusion souhaitée par les Américains, mais à laquelle la Commission européenne pourrait s'opposer, le président américain Bill Clinton menace de recourir purement et simplement à la guerre commerciale. L'enquête sur le président RPR du Conseil général de l'Oise, Jean-François Mancel, est classée sans suite. Le procureur de la République de Beauvais a estimé suffisant l'engagement pris par Jean-François Mancel de rembourser toutes les sommes qu'il a utilisées à des fins personnelles ou familiales. Un engagement qu'il doit concrétiser avant le 1er août. Olivier Caroff et Bernard Puissessou. 600 000 francs, c'est la somme que Jean-François Mancel et 2 de ses anciens collaborateurs au Conseil général de l'Oise vont devoir rembourser au département. Le prix à payer pour que la justice classe une affaire embarrassante pour l'ex numéro 2 du RPR. De 1989 à l'été dernier, près d'1,5 million de francs ont été dépensés aux frais du contribuable de l'Oise dans plusieurs supermarchés de la région. Il y a un an, la Chambre régionale des comptes avait tiré la sonnette d'alarme. La police judiciaire avait alors été saisie de l'affaire. Les policiers étaient tombés sur d'étonnants tickets de caisse. Beaucoup d'alcool et de produits frais, mais aussi de la nourriture pour bébés, des aliments pour chiens, du papier toilette ou de la crème bronzante, difficile à justifier entièrement au nom des opérations de relations publiques du Conseil général. Selon les enquêteurs, il y aurait plus d'1 demi-million de francs de dépenses personnelles et familiales passibles de poursuites pénales. Aujourd'hui, le président du Conseil général, qui ne souhaite pas s'exprimer devant les caméras, affirme dans un communiqué que le classement sous condition de remboursement confirme sa bonne foi, son intégrité, estime-t-il, est totale. Bernard Tapie a été entendu pendant plus de 3 heures à Paris par le juge d'instruction Eva Joly, un juge qui enquête sur une affaire de banqueroute et de détournement d'actifs dans plusieurs de ses sociétés. Jean-Pierre Chevènement entame aujourd'hui sa première visite en Corse. On n'attend pas de grands discours ni de mesures spectaculaires. Pour le ministre de l'Intérieur, il s'agit d'abord de faire un tour d'horizon politique de l'île, alors que les nationalistes du FLNC Canal Historique ont décrété une trêve des attentats au lendemain des élections législatives. À Ajaccio, Jacques Cardoz et Bruno Livertou. Premier pas en musique. La garde impériale d'Ajaccio orchestre l'arrivée en Corse du nouveau ministre de l'Intérieur. Après une courte halte à la mairie,
Jean-Pierre Chevènement a pu rapidement prendre le pouls de la population et du sentiment qui l'anime. On attend encore les touristes, ils vont sûrement arriver dans pas longtemps. Le tourisme, souci numéro 1, mais aussi la sécurité. J'espère que le Parti Socialiste fera tout ce qu'il faut. On fera de notre mieux. L'économie et la sécurité, ce sont justement les thèmes qui ont été abordés par les élus corses. Les 4 parlementaires ont pu souligner qu'il n'y aurait pas de mesures spectaculaires. Je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui de mesures brutales. Le ministre a écouté ce qu'on lui a dit. Je crois que les uns et les autres, c'est par nos actes respectifs. Lui, dans l'exercice des responsabilités de l'État qui sont les siennes, et nous, par notre responsabilité insulaire, que nous ferons la démonstration qu'un partenariat utile peut s'établir. Jean-Pierre Chevènement a également affiché sa volonté de dialogue avec tous, y compris les nationalistes élus à l'Assemblée de Corse. Le dialogue est ouvert avec tous ceux qui renoncent définitivement à la violence. C'est cela la République, et le dialogue naturellement est particulièrement ouvert avec ceux qui représentent légitimement la population, c'est-à-dire les élus du suffrage universel. Hasard des calendriers, selon le ministre de l'Intérieur, Marie-Hélène Mattei a pu regagner la Corse dès hier soir. Avocate de la Concolte à vitrine politique du principal mouvement clandestin, elle avait été mise en examen en décembre dernier dans une affaire d'extorsion de fonds. Est-ce un signe des temps? Il n'était que quelques dizaines hier soir venus la soutenir. Il y a 1 an, le vol 800 de la TWA explosait en plein ciel au large de Long Island, quelques minutes seulement après avoir décollé de l'aéroport de New York. Aujourd'hui, toutes les familles des 230 victimes étaient réunies pour commémorer l'événement, alors que l'enquête n'est toujours pas close. Patrice Romden et Jean-Louis Normandin. Saint-Patrick, le haut lieu des cérémonies officielles new-yorkaises. Les familles y convergent, mais le réconfort des retrouvailles cède à la retenue qu'imposent les circonstances. Pour nous, le souvenir, c'est ce qui nous reste, donc pour nous, c'est très important. Et je crois que c'est l'occasion de tous se réunir et d'être solidaires et de s'aider dans ce moment difficile. Et puis c'est peut-être l'occasion également de connaître un peu plus où on en est au niveau de l'enquête, dans la mesure où jusqu'à présent, on ne sait toujours pas. Il y a des tests contraires qui nous sont donnés, donc un jour c'est le missile, après c'est l'accident technique. On n'arrive pas à savoir. Tenter d'en savoir plus, à l'image du président de l'association des victimes françaises, auquel s'est confié ce matin le patron des enquêteurs. Il m'a répondu très laconiquement, mais très clairement. Les résultats du test d'hier ont montré que les réservoirs étaient dans une condition très très chaude, donc explosive. Donc ce n'est pas normal que la grande majorité des 747 volent dans des conditions explosives avec des passagers à l'intérieur. Ils en apprennent tous les jours, mais cela ne suffit pas à dissiper ce sentiment tenace que l'essentiel leur échappe. On nous ment. On nous ment sur quelque chose. Chacun a une opinion sur ce quelque chose. Et une opinion qui n'est pas étayée de preuves. Les uns pensent à un accident, les autres pensent à un attentat. Il y en a, d'ailleurs, les enquêteurs ne ferment toujours pas ces hypothèses, ni l'hypothèse du missile. Et par contre, il est certain qu'on nous cache quelque chose. D'où le malaise, car les familles savent que les cérémonies n'apporteront pas de réponse à la question qui les hante depuis 1 an, missiles, bombes ou défaillances mécaniques. Les cérémonies vont durer 4 jours, un marathon concocté par les autorités américaines, un peu comme si l'on avait voulu empêcher les familles de prendre le temps de s'interroger sur les raisons d'une explosion qui demeure mystérieuse. Pour la première fois depuis sa libération, le leader historique du Front islamique du salut, Abbassi Madani, accorde une interview. Véronique Tavo, notre envoyée spéciale à Alger, a rencontré cet homme énigmatique. Il affirme que sa libération n'a donné lieu à aucun marchandage avec les autorités algériennes. Au cœur de Bellecour, l'un des quartiers populaires d'Alger, longtemps considéré comme un fief islamiste, depuis sa libération il y a 2 jours, c'est ici qu'Abbassi Madani habite. Et lorsque l'ex numéro 1 du Front islamique du salut nous a ouvert sa porte, c'est un homme détendu et souriant que l'on a pu voir, un homme qui ne semble pas marqué par ces 6 années de détention. Moi je considère la vie sans liberté, ce n'est pas une vie. J'étais un être, mais je n'étais pas un être vivant. Mais lorsqu'on l'interroge sur la question de la violence, Abbassi Madani reste très évasif. Cela fait 6 ans que je suis en prison. Et celui qui est en prison est loin de la réalité des événements. Cette situation n'est pas uniquement liée à la violence, il y a aussi l'injustice.
il y a un conflit ou pas. On doit résoudre ce problème. Inch'Allah, j'ai l'espoir. Est-ce que vous allez recréer un autre parti maintenant, puisque le fils est dissous? On ne peut pas poser le tapis avant d'avoir construit la mosquée. Ce qui m'intéresse, c'est l'Algérie. Ce n'est pas le fils. Dieu, il est avec nous, Inch'Allah. Et tous les gens raisonnables doivent être avec nous. À votre avis, pourquoi vous avez été libéré et Ali Belhaj n'a pas été libéré? Pour quelle raison? Je vous prie de poser la question à ceux qui m'ont libéré et qui n'ont pas libéré mon frère. Abbassi Madani n'évoquera pas les 60 000 victimes d'attentats ou de massacres ces 5 dernières années en Algérie. Aujourd'hui, en toute liberté, il se rend 5 fois par jour à la mosquée Kaboul de Bellecour, celle où en 1991, les prêches d'Ali Belhaj étaient les plus virulents. Le Hanseatic, ce navire allemand qui s'était échoué sur un archipel norvégien, devrait pouvoir reprendre sa route. C'est du moins ce qu'espèrent les propriétaires du paquebot. Dans un premier temps, les 145 passagers ont été évacués, sains et saufs, sur un navire des gardes-côtes norvégiens, après quand même 4 jours d'attente. Et ce soir, une fois le paquebot renfloué et pris en remorque, ils sont retournés à bord et ils espèrent arriver comme prévu le 22 juillet à Reykjavik. Mais il faudra quand même satisfaire à d'autres visites de contrôle. Dans l'est de l'Europe, la Pologne se prépare à affronter une nouvelle vague d'inondations. La précédente a déjà fait 46 morts. 72 000 personnes n'ont toujours pas pu regagner leur domicile. Beaucoup de routes sont encore impraticables. Et les Polonais ont demandé de l'aide à l'Allemagne et mobilisé leur propre armée. Demain, ce sera un jour de deuil national en Pologne en mémoire de ses victimes. Les cendres du couturier italien Gianni Versace vont être rapatriées en Italie. Pendant ce temps, aux États-Unis, le FBI poursuit sa chasse à l'homme pour retrouver son assassin qui aurait été filmé par une caméra de surveillance. L'enquête à Miami de Maryse Burgo. South Beach, l'une des plus célèbres plages de Miami, Gianni Versace s'y promenait de temps en temps. À une centaine de mètres de là, les fleurs s'amoncellent sur l'escalier de sa villa et pendant ce temps, les enquêteurs, eux, progressent. Ils se concentrent aujourd'hui sur l'existence de cassettes vidéo. Quelques-unes de ces images ont été données aujourd'hui à la presse par le FBI. Elles montrent en haut à gauche un homme de dos en train de courir. C'était quelques secondes après l'heure du crime, une rue adjacente à la maison de Versace. Le film provient de l'une des caméras de surveillance installées sur les façades d'hôtels dans ce quartier très touristique. Ce directeur d'établissement a vu ce matin le FBI. Il y a des caméras qui se trouvent dans les bacs-allées, donc où on dit que le tueur serait passé donc derrière le palace, il se trouve juste derrière. Ensuite, il serait passé derrière le Tides, un des 2 fontaines de Ocean Front Hotel. Et il est vrai que le Tides et nous-mêmes avons des cassettes qui ont été saisies par le FBI. Maintenant, est-ce que vous le voyez réellement? Je ne sais pas. Le tueur se serait ensuite dirigé vers ce garage. Enfin, il y a quelques minutes, les policiers faisaient état d'un nouveau crime. Un médecin tué à Miami Springs. Cunnanham pourrait être lié, disent les policiers, à ce nouvel assassinat. Si le FBI réussit à formellement identifier Cunnanham sur la cassette vidéo, alors ce sera la preuve intangible de son implication dans le crime de Gianni Versace. Mais Cunnanham se trouve-t-il encore aujourd'hui en Floride? A-t-il déjà gagné un autre État des USA ou a-t-il déjà pris la fuite à l'étranger? C'est bien toute la question que se posent aujourd'hui les enquêteurs. En France, dans l'enquête sur la disparition de la petite Marion dans la région d'Agen, la gendarmerie poursuit actuellement 500 investigations quant au témoignage d'une touriste qui disait avoir vu Marion à la Martinique. Il n'a pas été corroboré pour l'instant par l'enquête des gendarmes. Les habitants de la Chambre en Savoie ont eu très peur ce matin. L'incendie d'une usine de produits parachimiques à côté du village a provoqué des émanations toxiques. Il a fallu évacuer tout le monde jusqu'à ce que l'incendie soit maîtrisé. Plusieurs personnes ont quand même été intoxiquées. Benoît Gadré. L'incendie s'est donc déclaré dans cette usine en service depuis quelques mois. Une usine qui fabrique des produits nettoyants pour piscines. En quelques minutes, c'est un nuage toxique chargé de particules de chlore qui a recouvert ce village de Basse-Maurienne. Est-ce que vous êtes gêné là pour respirer? Pour l'instant, oui, un petit peu quand même. Ouais. Ça sent quoi? Ça sent, je pense, c'est acide. Ça brûle un peu. Avis à la population, par mesure de sécurité, veuillez évacuer vos habitations
En fin de matinée, le village de la Chambre a donc été évacué sur ordre du préfet de Savoie. 700 personnes ont quitté précipitamment leur habitation. L'opération menée par les gendarmes s'est déroulée sans mouvement de panique, même si les habitants étaient inquiets. La voiture est là, on va partir, on attend juste qu'ils ferment la maison et ça va, donc moi j'habite là. Alors, on est obligé de partir tout de suite. Hein. Ça fait peur, oui, parce que bon, on n'était pas habitué, on est coincé entre la vallée, bon, on ne sait pas bien à quoi s'en tenir, quoi. C'est surtout ça. Les personnes évacuées ont été accueillies dans cette salle des fêtes d'une commune voisine où elles ont pu se restaurer et consulter un médecin. Il était nécessaire d'évacuer la population compte tenu du risque d'intoxication légère lié au dégagement de ce produit qui est du chlore. Si aucun riverain n'a été intoxiqué, une vingtaine de pompiers et 3 salariés de l'entreprise ont dû être en revanche hospitalisés. On ne connaît pas ce soir l'origine de l'incendie. On sait seulement qu'il est parti d'un quai d'expédition où étaient entreposés des packs de produits chlorés. En milieu d'après-midi, les habitants de la Chambre ont pu regagner leur habitation, incommodés non plus par les fumées toxiques, mais par une forte pluie d'orage. Et de violents orages, justement, se sont abattus la nuit dernière sur le Pays basque français. À Urune, il a fallu évacuer un camping. Et à Laro, près de la frontière espagnole, ce sont des gendarmes qui ont dû secourir 5 randonneurs. Il a fallu les élitreiller. 3000 foyers au Pays basque et 6000 dans l'ensemble des Landes ont été privés d'électricité. 21 maisons de roc vert dans les Bouches-du-Rhône menacent de s'effondrer dans des anciennes carrières de gypse sur lesquelles elles sont construites. Depuis 2 ans, les familles sont donc expulsées, mais aujourd'hui, certaines préfèrent revenir, quels que soient les dangers encourus. Alban Mikosi et Gérard Gagnon. Une véritable cathédrale de gypse, une vingtaine de mètres sous le village de Roquevert. 400 000 mètres cubes de galeries exploitées pendant 2 siècles sont désormais à l'abandon. Au total, presque un quart du village est sous la menace d'un effondrement. Un effondrement est possible à tout moment. On me dit souvent que ça sera peut-être demain, ça sera peut-être dans 15 jours, ça sera dans 1 mois, dans 6 mois, mais un jour ou l'autre, ça arrivera inévitablement. Pas sur l'ensemble peut-être, mais sur une partie. À la surface, 21 familles sont dans la zone dite de péril. Cette maison, occupée par 5 familles, a été vidée de ses habitants par décision municipale en août 1995. Mais certains d'entre eux, las de devoir payer un loyer ailleurs, sont rentrés chez eux, quels que soient les risques encourus. On est arrivé à un stade où je crois que le mieux pour nous c'était de revenir. Et je crois qu'à partir de là, le préfet va enfin se décider à faire quelque chose. En fait, 2 hypothèses s'affrontent. Le maire voudrait accélérer la mise en œuvre de la loi Barnier qui permet d'indemniser les expropriés selon la valeur réelle des logements. Pas d'accord, disent les membres d'une association de riverains qui désigne la société propriétaire des sous-sols comme responsable. L'association a fait un gros travail de recherche sur le site. Elle estime que le comblement des galeries est la meilleure solution. Ce qu'on demande, c'est une réhabilitation totale du site, et globale surtout. Dans sa globalité, c'est sûr que c'est aussi un problème d'actualité nationale. Quand on voit ce qui s'est passé dans les communes d'Auboué, où là il s'agit d'une mine, c'est un problème qui pourrait être d'envergure nationale. Il faut savoir qu'il y a 133 communes en France qui sont touchées par le même type de problème. Des procédures judiciaires sont en cours. Le budget de la commune ne pourra pas combler les trous. Le dossier Roquevert est donc entre les mains du ministre de l'Environnement. Il faudra faire vite, car en dessous du village, les eaux souterraines continuent jour après jour leur travail de sape. Le professeur est en colère. Alain Prost veut quitter Magny-Cours dans la Nièvre et transférer son écurie de Formule 1 à Satory dans les Yvelines. Et Prost de menacer d'abandonner purement et simplement la compétition si le gouvernement s'y oppose. Laurent-Frédéric Bollet et Landry Effo. Depuis qu'il a racheté Ligier en février dernier avec la bénédiction des pouvoirs publics, Alain Prost est devenu un chef d'entreprise. Le pilote comblé a cédé la place à un gestionnaire soucieux. Dans une interview aux Échos, Prost révèle des difficultés surprenantes où gros sous et politique ne font pas bon ménage. D'abord, sa décision de quitter Magny-Cours pour s'implanter en région parisienne. Manifestement, du côté de la Nièvre, on n'apprécie pas ce départ maintenant qu'un technopole moderne a été implanté suite à de généreux fonds publics octroyés sous la présidence de François Mitterrand. La majorité ayant changé, la Nièvre fait tout son possible pour retenir Alain Prost, lequel subit d'ailleurs actuellement un contrôle fiscal. Prost a pourtant signé avec Versailles pour aller s'implanter sur ce terrain actuellement en travaux. La mairie de Versailles qui prend en charge la construction de la nouvelle usine, Prost qui doit rembourser ensuite grâce à des subventions et un crédit bail de 2 millions par an pendant 12 ans.
Prost qui précise ce matin qu'il renonce à ses subventions et qu'il va monter un financement totalement privé, cela pour échapper sans doute à une coloration politique. En conclusion, Prost brandit la menace de tout arrêter si on lui met des bâtons dans les roues. Cela semble impossible, mais la situation est certainement plus complexe que prévu. Le Tour de France, journée de repos aujourd'hui après 11 jours de course, mais l'épreuve qui s'annonce demain pourrait être capitale. Un contre-la-montre individuel avec passage de col. Florent Gautreau et Alain Poirier ont donc voulu savoir comment on s'y préparait dans les équipes de Jan Ullrich, le maillot jaune, et de Richard Virenque, le numéro 2 au général. Les femmes et les enfants d'abord, avant les derniers grands efforts. Chez Festina, on prépare en famille la reconquête du maillot jaune. En cette journée de repos, il est difficile de trouver un coureur préoccupé par la course. Le Finlandais Loka tente bien une échappée avec sa fille, mais il n'ira pas loin. Richard Virenque simule un ravitaillement, mais le cœur n'y est pas. On a beau chercher, le fantôme de Jan Ullrich n'habite pas l'hôtel des Festina. Non. Quand je marre pas du tout sur le maillot jaune de Drake. Au contraire, si je dois penser à ce maillot jaune, j'ose plus rêver que comment il faut se marrer. Mais un coureur du Tour sans son vélo, ce n'est plus vraiment un coureur du Tour. Et Virenque sait que dans le contre-la-montre de demain, le choix de la bicyclette aura son importance. Même si Jan Ullrich a près de 3 minutes d'avance, pas question d'abdiquer. On n'est pas du genre à baisser les bras et si on devait considérer que c'était déjà terminé, c'était autant rentrer à la maison hier soir. La pause n'a pas duré longtemps, les chevaliers du Tour ont vite enfourché leur monture. Au programme, la reconnaissance des 55 km du contre-la-montre de Saint-Étienne. Un seul objectif pour le leader français, limiter les dégâts. On vient de pas me dire à l'arrivée du contre-la-montre que j'ai perdu 3-4 minutes et que j'ai perdu le Tour de France parce que ces 3-4 minutes, c'est de toute façon prévu que je les perde. Virenque le sait bien, Ullrich est un vrai spécialiste de l'effort solitaire. Il l'avait prouvé l'an dernier en remportant le dernier contre-la-montre du Tour. Et l'Allemand se sent bien dans sa peau de favori. Avoir le maillot jaune sur le Tour a toujours été un rêve, et ce rêve, je veux le préserver. Richard Virenque a maintenant 10 jours devant lui pour devenir le premier Français depuis Bernard Hinault à gagner le Tour. Mais en face, Jan Ullrich semble mieux placé pour arriver en jaune sur les Champs-Élysées. La Tour Eiffel rouvre ses portes aux touristes. Un accord est intervenu entre la direction et les grévistes. On appelle ça la brivade. Nous sommes en Camargue. C'est le moment où l'on rassemble les taureaux pour les conduire à l'arène pour ces courses camarguaises sans picador ni mise à mort. Reportage de Mathieu Huchet et Dominique Bonnet. Le Mistral balaye les plaines de la Camargue. Les aficionados de la tauromachie camarguaise se retrouvent pour un petit déjeuner. Au loin, le manadier, l'éleveur, présente les taureaux à ses amis. À cheval, hommes et femmes s'apprêtent à les conduire jusqu'aux arènes. Un cérémonial centenaire, c'est la privade. De temps en temps, je pense que de plus penser à rien, c'est fantastique. Que s'occuper de son cheval et des taureaux que l'on va amener aux arènes. Pour nous, c'est le paradis. Hein. C'est un grand moment. C'est un grand moment. C'est le paradis. On oublie tout. Là commence un autre rituel, un face-à-face viril, aux gardiens stoïques d'escorter les bêtes, aux adolescents de semer la panique. Cette fois-ci, l'honneur des cavaliers est sauf, aucun taureau ne leur a échappé. En surface, la fête. En sous-sol, dans les coulisses des arènes, les rasetteurs se préparent. Au dernier coup de trompette, ils entreront en piste, défier le taureau. Comment on se prépare? Moi, je chante dans la voiture. Et entre vous, c'est solidarité ou on se tire la bourre? Eh bien, en dehors de la piste, c'est des collègues, et après en piste, c'est plus de collègues. En piste, c'est chacun pour sa peau. Dans la course camarguaise, pas de mise à mort. Le taureau vient défendre ses parures, des bouts d'étoffe ficelés autour de ses cornes. Les concurrents, armés d'un crochet, tentent de s'en emparer. Le plus véloce, le plus adroit remporte le trophée et plusieurs milliers de francs, sans pour autant convaincre certains anciens à la dent dure. 0.
Bah, le cadavre, c'est pas bon. Le meilleur rasetteur a beau être récompensé, la vraie star, c'est le taureau. Une dizaine de courses par an, puis une retraite bien méritée, jusqu'à sa mort. Rami, enterré dans un drap blanc, fut l'un des plus célèbres. Son tombeau rappelle qu'ici, en Camargue, le taureau est roi. C'est un peu comme une manie qui les aurait pris à la sortie de l'office. 6 jeunes de Cambridge, en Angleterre, avaient pris l'habitude d'y chanter a cappella. Depuis, ils ont un peu vieilli, mais ils sont toujours ensemble et ils en ont fait leur métier. Caroline Laudrin et Vincent Bouffartigue. Aucune musique ne résiste aux King Singers. 6 garçons typiquement britanniques, tout droit sortis des chœurs de la célèbre université de Cambridge. Musique sacrée, jazz, folklore, variété, leur répertoire est sans limite. Ils n'utilisent qu'un seul instrument, la voix. J'aime beaucoup le cappella, ça fait pas trop de bruit non plus, parce que les ensembles qui passent ici, des fois, sont ahurissants. Mais les King Singers ne seraient pas totalement anglais si certaines de leurs mélodies n'étaient pas parsemées d'un peu d'humour et de fantaisie. Desmond takes the barrel to the jeweler's store, buys a 20-carat golden ring. Nous trouvons que l'humour c'est très important, surtout pour les Anglais, parce que les Anglais, comme les Français, ils sont un peu fous. Et ça c'est excentrique, etc. Et ça c'est important. Ils arrivent à donner justement tous les tons, il y a tout, on trouve le soprano et la basse, tout bien enveloppé et bien servi. Mambabo, Mambabo, Mambabo. En 30 ans, les King Singers sont devenus une institution. Les pionniers ont été remplacés, mais la même connivence règne entre les 6 garçons. On est bien loin du petit groupe d'amateurs qui chantaient dans les pubs après la messe. Voilà, c'était dans les pubs après la messe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Sophie Davant qui nous annonce une chute des températures. Le dernier journal, ce sera Florence Daucher vers minuit. Demain, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Jean Arthuis, l'ancien ministre de l'économie et des finances. Demain, à 13h, Laurence Piquet et Patrick Chel. Je vous retrouverai à 20h. Bonne soirée sur France 2.